Bienvenue dans Mémoire de village, un balado en 6 épisodes où on parle des lieux qui nous rassemblent, des gens qui nous habitent et des moments qui ont façonné notre communauté. Caplan, c'est un petit village au cœur de la baie des Chaleurs en Gaspésie. Et c'est surtout 150 ans d'histoire, de souvenirs et de solidarité. Avec ce balado, on revient ensemble sur le chemin parcouru. Parce que prendre le temps de regarder derrière, c'est souvent la meilleure façon d'aller de l'avant. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce dernier épisode du balado Mémoire de village, réalisé dans le cadre du 150e de Caplan. Mon nom est Joanie Robichaud, je suis native d'ici et c'est un honneur pour moi d'animer cette série qui met en lumière les gens, les lieux et les histoires qui ont façonné notre village. Et aujourd'hui, on va parler de matrimoine. On entend plus souvent le terme patrimoine, mais le matrimoine, c'est l'héritage légué par les femmes. Et on trouvait important de consacrer un épisode complet sur le sujet, parce que dans le livre du 100e anniversaire de Caplan, le rôle des femmes, eh bien, ça occupait un seul paragraphe. Alors que vous le savez, comme moi, le rapport a été plutôt considérable, c'est surtout qu'il n'était pas reconnu. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sensibilisés à cette importance-là. On sait qu'il est grand temps non seulement de se rappeler de nos bâtisseurs, mais aussi de nos bâtisseuses. Ces femmes nombreuses qui ont façonné Caplan à leur façon, par leur travail, leur engagement, leur bienveillance, souvent dans l'ombre, mais bien souvent aussi en première ligne. Quand on parle d'histoire, on pense souvent aux grands événements, aux dates officielles, aux figures connues. Mais l'histoire d'un village, c'est aussi celle qui se transmet autour d'une table de cuisine, dans les champs, à l'église ou dans les sous-sols de communautés. Donc aujourd'hui, on va parler de femmes qui ont marqué l'histoire de Caplan, mais on va aussi parler avec des femmes qui ont marqué l'histoire de Caplan. Et j'ai le grand bonheur aujourd'hui d'être accompagnée de Madame Lise Castilloux, qui est la première et la seule au moment où on enregistre ce balado-là à avoir été élue comme femme à la mairie de Caplan. Bonjour Lise. Bonjour. Marie-Josée Arsenault, qui est directrice adjointe de l'Association des pompiers volontaires de Caplan, qui, elle aussi, est la première femme à avoir accédé à ce titre. Bonjour Marie-Josée. Madame Éliane Bélanger, qui a été présidente du Cercle des fermières de Caplan, une organisation qui va fêter au début 2026 son 100e anniversaire. C'est donc la plus ancienne organisation de Caplan. Bonjour Madame Éliane. Bonjour. On a aussi autour de la table Camilia Buenos-Pilon, consultante en histoire et patrimoine, qui s'est notamment intéressée aux femmes gaspésiennes et à leur rapport dans l'histoire. Allô Camilia. Allô Joanie, bonjour tout le monde. Et Elisabeth Roy, qui nous accueille aujourd'hui chez elle, puisque nous sommes dans la cour du casse-croûte du Ruisseau. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Ce balado est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Bonaventure dans le cadre de l'entente de développement culturel de la MRC de Bonaventure. On tient aussi à remercier nos commanditaires majeurs pour le 150e de Caplan, le gouvernement du Canada, la Société de développement commercial et industriel de Caplan et la municipalité de Caplan. Je le disais, on est dans la cour du casse-croûte du Ruisseau et c'est pas un hasard si on s'est installé ici pour cet épisode-là, parce que le casse-croûte du Ruisseau, c'est une institution à Caplan, peu importe le nom qu'on lui donne, mais c'est une institution surtout qui a été gérée majoritairement par des femmes. Elisabeth, tu es propriétaire depuis combien d'années? J'ai acheté en 2023. Qu'est-ce que ça te fait d'être propriétaire d'un endroit qui a surtout été géré par des femmes? Ça m'amène vraiment beaucoup de fierté. Puis c'est pas quelque chose... En fait, j'ai découvert cette histoire-là avec la découverte que j'ai eue de la cantine. C'est pas quelque chose que je savais avant d'acheter, mais c'est en creusant après que je me suis rendu compte que ça avait été toutes des femmes qui étaient derrière cet emblème de Caplan, si je peux dire. Oui, assurément, comme je le disais en blague, peu importe le nom qu'on lui donne, je t'ai vu à faire un petit sourire parce que les gens l'ont connu à différentes époques, donc l'ont connu sous différents noms. Absolument. Est-ce que, même si c'est très contemporain aujourd'hui, ça doit être un peu... J'imagine que ça se ressent quand même, cet héritage-là. Ça se ressent vraiment beaucoup parce que, tu sais, j'ai commencé à creuser l'histoire puis j'ai commencé à parler à certaines des personnes qui ont été propriétaires ici. Certaines femmes sont décédées, malheureusement, mais ça reste qu'elles ont laissé derrière un bel héritage. Puis quand les gens viennent ici, souvent, ils ont envie de parler, ils ont envie de discuter, puis ils ont envie aussi de comme partager leur expérience, que ce soit des histoires drôles ou que ce soit... quelque chose de spécial qui leur est arrivé ici. Fait qu'il y a comme beaucoup de mémoire, il y a beaucoup de vécu, même si, tu sais, ça reste que ce qu'on fait, c'est des frites, mais il y a vraiment quelque chose de beau derrière tout ça. Puis ça me fait vraiment plaisir, puis ça m'amène beaucoup de bonheur d'en faire partie. Puis c'est grâce à toutes ces femmes-là aussi
si moi, je peux être ici aujourd'hui puis réaliser ce rêve-là. Oui, absolument. Puis on va en parler dans l'épisode. Ça n'aurait pas été possible à toutes les époques que tu deviennes propriétaire de ton entreprise. Non, mais ça reste que, tu sais, les femmes, tu sais, la première femme qui a été la figure de la cantine, je sais qu'elle a eu l'aide de son mari, mais ça reste que c'était elle quand même, tu sais. Madame Eva Franqueur. Puis toutes les femmes qui ont suivi après aussi, tu sais. Il y avait peut-être l'aide de leur mari ou, tu sais, quelqu'un dans l'ombre. Mais moi, je bénéficie de l'aide de mon conjoint dans l'ombre, mais ça reste que, tu sais, on est toutes les maîtresses de ce navire-là. Fait que c'est vraiment... c'est plus qu'une entreprise. Il y a vraiment quelque chose de... Ça, c'est une surprise pour moi. Je pensais pas, en fait... Je pensais pas que ça m'amènerait cet aspect humain-là. C'est très intéressant de t'entendre parler parce que c'est un peu l'idée derrière cet épisode-là, de voir justement à quel point les institutions qui sont gérées par les femmes deviennent beaucoup plus que ce qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus qu'un casse-croûte. Ça devient un lieu de rassemblement, ça devient un lieu où les gens viennent travailler, où ils sont contents de se croiser. Puis ça a été le cas pour plein d'organisations, plein de commerces à Caplan puis dans plein d'autres endroits au Québec. Bien évidemment, on peut pas parler de matrimoine sans commencer en parlant du Cercle des fermières. Je l'ai dit d'entrée de jeu, l'organisation va fêter son 100e anniversaire en mars prochain. Les cercles de fermières ont vu le jour en 1915 au Québec afin d'assurer la pérennité, des arts textiles au moment de l'arrivée dans les campagnes de produits de fabrication industrielle. Ça s'est ensuite déployé un peu partout au Québec à différents moments. Mais ce qu'on se rend compte surtout, c'est que le rapport a été beaucoup et est encore beaucoup plus grand que les arts textiles, justement. Ça va bien au-delà de ce savoir-là. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Mme Éliane Bélanger. Vous avez été présidente du Cercle des fermières. À quelle époque vous avez été présidente? Pourquoi vous avez pris ce rôle-là? De toute façon, on choisit pas, on est choisi. on met notre nom pour, disons, avoir la place, mais les membres, c'est les membres qui choisissent. Et je ouvrirai une parenthèse. Je n'ai pas été tellement longtemps présidente. J'ai été dans l'exécutif plusieurs fois, mais j'ai été active depuis bien longtemps. Vous avez commencé à vous impliquer à quelle époque environ? En 1967. Et vous êtes toujours membre aujourd'hui? Oui, oui. Plus que jamais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer au départ? De toute façon, à ce moment-là, j'habitais pas loin de ce qu'on appelle l'école d'agriculture et les fermières avaient un local à l'école d'agriculture. Puis, pendant l'hiver, je sais pas si c'est à l'entour des fêtes, les fermières faisaient un cipote et tout le monde était invité, mais en payant. C'était une manière, c'était sûrement pour un organisme quelconque. Puis je suis allée, puis c'est Madame Jeanne, on dit Babin, mais en fait c'était une prière, qui était la présidente. Puis j'avais déjà travaillé dans un restaurant, ça fait que je savais comment servir. Puis, à un moment donné, elle m'a dit, « Toi, tu vas aller manger. » Mais je n'avais pas vu l'heure, j'avais pas faim. Mon idée, c'était de servir les gens. Puis ça a été très agréable. Puis j'ai toujours été active le temps que j'étais là parce qu'on a déménagé bien des fois. Puis, on l'a mentionné, les cercles des fermières, c'est d'abord sur les arts textiles. Qu'est-ce que vous aimez faire? Moi, je te reprendrais, je ne veux pas dire, c'est pas vrai. Reprenez-moi, allez-y, vous êtes là pour ça. En tout cas, pour moi, oui. C'est pas les arts textiles qui m'ont invité le plus, c'était la manière que les madames se dévouaient dans la paroisse. Il y avait, c'est sûr qu'il y a beaucoup de madames qui étaient chez elles, parce que si on recule 100 ans, là, qui étaient prises à la maison, puis que les enfants, puis il n'y avait pas autre chose.
Mais les cercles de fermières, c'était aussi pour habituer les femmes à travailler ensemble, puis s'occuper d'autres organismes aussi, là, parce que c'est la plus vieille association du Québec, ça. Puis, ensemble, ils pouvaient discuter de leurs problèmes, avoir l'appui des autres pour dire, ben peut-être que tu peux changer. Puis il y a toujours eu aussi comme le côté intellectuel aussi du côté des fermières, inviter à lire, puis à se prononcer aussi sur des sujets, parce que chaque année, il y a toujours quelque chose à voter pour ou contre. Mais c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Je suis vraiment contente que vous l'avez amené parce que dans l'imaginaire, ce qu'on pense qu'est un cercle des fermières versus ce qui est réellement le cercle des fermières, on comprend bien que c'est pas nécessairement une seule vocation. Au contraire, c'est devenu une organisation sociale extrêmement importante dans le développement de la vie des femmes. Oh oui. Ça serait quoi vos plus beaux souvenirs? Oh mon Dieu. J'en ai beaucoup. C'est peut-être les congrès, parce que j'ai eu la chance d'aller à plusieurs congrès provinciaux et les congrès de la fédération, parce que les fermières, c'est des fédérations. Puis on rencontre toujours des gens qu'on ne connaît pas d'abord, puis après ça, à tous les ans, on peut les rencontrer, puis c'est très intéressant. Puis on a une belle revue aussi, ça s'appelle Fermière. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes demeurée fermière aujourd'hui? Pourquoi vous êtes encore? Pourquoi c'est important pour vous? Bien, les amis sont précieuses pour moi. Puis, ça nous tient comme éveillés intellectuellement aussi, là. Puis aussi, avec les réunions qu'on a souvent, on a des bonnes amies, puis c'est très agréable. Je trouve ça riche à quel point ça contribue à la vie de village. En fait, Kaplan en étant un exemple que vous illustrez très bien. Je vais mentionner quand même qu'on a 2 autres personnes autour de la table qui sont aussi membres d'un cercle de fermières. Marie-Josée, Elisabeth, on en parlait tout à l'heure. C'est quand même intéressant parce que on a l'impression des fois que ça peut se perdre ce genre de savoir-là ou ce genre d'intérêt, mais tu sais, de se dire que là, il y a la moitié de la table quand même qui est membre du cercle des fermières. Moi, ça me donne le goût de prendre mon membership. En tout cas, ça, c'est sûr et certain. On a souvent tendance, j'ai l'impression, à réduire l'apport des femmes en général. On parle d'artisanat, par exemple, quand on parle de matrimoine textile, alors qu'il s'agit quand même de véritables connaissances et expertises pointues. Est-ce qu'on dirait la même chose de la mécanique? C'est une question qu'on peut se poser. Camilla, je te pose la question parce que je pense que ça t'intéresse, ce sujet-là, mais les femmes ont pourtant joué des rôles souvent cruciaux dans plusieurs périodes de l'histoire de la Gaspésie. On peut penser, entre autres, quand il y a eu des guerres, les femmes ont pris un rôle important. Est-ce qu'il y a certaines périodes comme ça qu'on peut discuter où les femmes ont joué un rôle que l'histoire, des fois, a tendance à oublier un peu? Ah, tout à fait, Joanie. C'est vraiment une bonne question. En fait, on se rend compte que les sources archivistiques, les documents ne pleuvent pas au sujet des femmes. Il faut aller les chercher, il faut aller les déterrer. Et plus on les déterre, plus on se rend compte à quel point elles sont présentes. Puis c'est une grande évidence. Au fond, on forme 50 % de la population. C'était bien sûr que les femmes occupent un rôle important dans la naissance, l'essor des commerces, des institutions, de la vie sociale d'un village. Pour ce qui est de Kaplan, on les voit vraiment partout. On les voit notamment comme des commerçantes. Là, à partir de la moitié des années 1800, dans les premiers recensements, on va voir des noms apparaître comme Angélique Cyr, comme Rochelle, qui est probablement Rachel, Forêt. Des noms que j'ai vraiment envie d'approfondir. Qui sont ces femmes-là? Elles sont vraiment tôt dans l'histoire de Kaplan, puis aussi dans le plus tôt qu'on peut remonter en termes de sources pour ce qui est des commerces. Fait qu'on les voit dans la vie commerçante, on les voit dans la vie institutionnelle et la vie plus
initiatives. Hein? On les voit dans les cercles de fermières, on les voit dans des guildes aussi religieuses. Par exemple, pour la construction de l'église, il y a des femmes qui ont organisé un très grand, on le mentionnait dans l'épisode d'introduction, un très grand bazar là, pour recueillir des fonds pour la construction de l'église. Donc, les femmes sont au front, même si, finalement, des fois, c'est une question de couverture de presse. Hein? On ne documente pas non plus la part des femmes de la même manière. Fait que des fois, c'est comme un double jeu, qu'elles sont absentes, mais quand elles sont là, on ne traite pas nécessairement de la participation des femmes de la même manière que celle des hommes. Et puis, sinon, de manière plus contemporaine, disons qu'on continue dans la vie commerçante. On peut penser aux grands hôtels, aux grands bars de Kaplan. Bien, on ne peut pas nommer ces institutions-là sans penser à Rosanna Brière, hein? Qui a piloté, hein, qui a chauffé l'hôtel Gaspésien pendant des années, et d'autres femmes qui ont tenu des magasins généraux, dont une femme qui m'a fait sourire, c'est Bertha Martel-Cavana. Donc, qui a ouvert, Martel étant le nom de son premier mari, Cavana le nom de son second mari, puis qui a ouvert le magasin Martel-Cavana, ce que j'ai vraiment trouvé drôle. J'ai trouvé ça super le fun. Et sinon, dans la vie, disons, plus dans la santé des femmes, les premières veilleuses à la santé des femmes sont des femmes. Hein, vous n'êtes pas surprise d'entendre ça. Donc, on avait quand même des sages-femmes à Kaplan. La plupart, bien, si ça remonte plus loin qu'à la mémoire qu'on peut avoir des différentes générations, on ne les connaît pas nécessairement, mais on sait qu'il y a eu au moins Diana Bugeaud et Albina Arsenault. Un autre nom qui m'a fait rire, parce que ma grand-maman espagnole s'appelle Albina, c'est un nom espagnol. Voilà. Puis sinon, un autre lieu dans lequel on pourrait penser ne pas croiser de femmes, puis finalement, oui, c'est que Kaplan a eu 2 banques, hein, vous le savez, l'ancêtre de la Banque nationale et la Caisse des Jardins. Et puis, il y a 2 femmes qui ont tenu en fait, 3 qui ont tenu ces banques-là à Kaplan. Donc, il y a Jeanne Ferlat qui a donné son nom d'ailleurs à la bibliothèque, une femme là, de comme tous les talents. Là. C'était l'organiste à l'Église. Puis, encore une fois, comme je vous dis, il y a peu d'archives. Donc, il faut reconstituer ces vies complexes-là parce qu'on est tellement complexe. On n'est pas juste sage-femme, on n'est pas juste commerçante. On est plein de choses en même temps. Sinon, on a aussi une Jeanne Côté et Thérèse Dumais là, pour ce qui est de la Banque canadienne. Puis sinon, on a des artistes aussi à Kaplan parce que les artistes font partie évidemment de la vitalité d'un village. On peut penser à Léopoldine Ouellette qui a fait certains objets liturgiques là, à l'intérieur de l'église de Kaplan. Et quand on parlait d'art textile puis de savoir-faire, on a une Jeanne-Aimée Mainville qui va gagner un prix pour son tissage. Ça, c'est juste quelques noms. Là. Il y en a une quarantaine, 50 d'autres, mais c'est pour dire qu'en santé, dans l'entrepreneuriat, puis tu sais, une banque, une banque, c'est un commerce, mais quand même, là, c'est un commerce, qui avec peut-être des fonctions qui sont traditionnellement plus comblées par les hommes. Et d'ailleurs, Jeanne Ferlat va donner une entrevue dans un magazine de Desjardins, comme une espèce de revue périodique de Desjardins, où elle va raconter comment elle s'est rendue jusqu'au poste de gérante. Elle va être comme conseillère ou en tout cas commis de banque. Puis finalement, elle va gravir les échelons pour devenir directrice. Puis elle le mentionne. Certains hommes pensaient pas que ça devrait être une femme qui pourvoit ce poste-là, mais moi, je pense pas ça. Puis c'est vraiment super d'entendre ces mots-là. Donc, les femmes, qu'elles soient de Kaplan ou d'ailleurs, sont présentes partout, mais on dirait que plus on les déterre, plus ça complexifie aussi une compréhension de l'histoire, puis qu'on se rend compte que, OK, bien, tu sais, il y a le grand énoncé général que les femmes sont partout, sont importantes, etc. Mais quand on arrive à donner des exemples précis, c'est là qu'on dirait qu'on peut vraiment, je trouve, honorer pleinement la mémoire de nos aïeuls. Moi, c'est pas mes ancêtres, mais on dirait que oui en même temps, tu sais. Parce que vous et moi, on est héritières de ces femmes-là. Hein, puis des femmes qui n'ont pas nécessairement comblé ces métiers-là aussi. Voilà. Je dirais ça pour l'instant. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Est-ce que vous avez l'impression que des fois, on a peut-être tendance à oublier tout le chemin qui a été parcouru quand on regarde ça avec nos lunettes de 2025? Bien oui, comme elle mentionnait, là, le fait que c'était pas documenté, puis effectivement qu'il y avait comme cet apport-là. Puis dans un paragraphe du livre du 100e, moi je disais tout le temps, quand on a commencé à préparer les activités du 150e, c'est qu'on va donner un nouveau regard sur l'histoire, tu sais. Puis ça, bien, je trouve que c'est bien amené, là, tu sais, en disant, bien, effectivement, l'apport a été là, que ce soit les fermières, tu sais, tout le travail qu'ils ont fait, c'était connu. On dirait que c'était connu, mais pas reconnu. Ouais. Fait que, tu sais, je trouvais que c'est bien amené, effectivement.
Puis vous, j'ai envie de vous entendre, Madame Éliane, vous avez vécu tellement de changements dans la société. Qu'est-ce que ça fait de voir qu'aujourd'hui, on est peut-être plus conscient de ce rôle-là que les femmes peuvent occuper? Oui, mais il y a un petit hic que je trouve qu'avec les fermières, puis comme il y a beaucoup d'autres associations aussi, là, c'est plus ouvert. Parce que tu me posais la question si c'était les arts textiles, mais maintenant, je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui entrent chez les fermières pour, disons, faire une dissertation sur l'art d'être ensemble. Ils vont rentrer pour les arts textiles. Parce que l'éducation, on peut la trouver à plusieurs places aussi, là. Mais moi, je tiens aussi, c'est-à-dire que je suis contente que les cercles de fermières gardent l'activité intellectuelle aussi, là. Mais je pense quand même que actuellement, la place que le Cercle des fermières peut occuper dans la vie des gens, ça va toujours rester. Dans la vie des femmes, en fait, ça va toujours rester au cœur de ce qu'on fait aux fermières. Oui, les arts textiles, puis vous en avez très bien parlé tantôt de l'effet rassembleur. Puis si on remonte à il y a 100 ans, les femmes avaient probablement besoin de beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que nous, aujourd'hui. Je dis nous aujourd'hui parce que je suis de cette génération-là, des nouvelles fermières. Mais ça reste qu'il y a comme... Il y a une belle vocation, il y a toujours le même message, toujours le même fondement sur les mêmes valeurs qui ont été instaurées au siècle passé, à tout à fait une autre époque. Mais je pense quand même que ça rejoint encore, ça vient quand même toucher les femmes au même endroit que jadis. Oui. Puis aussi, on a toujours les expositions. Des travaux d'artisanat. Quel travail merveilleux. Oui. Puis les dirigeants des cercles de fermières ont toujours mis la note sur le progrès qu'on devrait faire, là. Si t'as échappé quelques mailles à ton tricot puis que tu les as pas ramassées, c'est bien de valeur, mais à l'exposition, tu vas perdre des points, là. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est pour ça qu'on disait Mme Mainville qui avait gagné aussi. Mme Mainville, on l'a perdue cette année, là. Elle est décédée en février. Mais c'était la perfection. Puis combien est-ce qu'on a eu de fermières qui, je dirais pas qu'elles n'étaient pas contentes, mais qui essayaient toujours d'aller plus loin dans la capacité de faire mieux. Ça nous aide à nous dépasser tout le temps. Oui. De toujours progresser, de toujours... Oui. C'est le fun C'est aussi vraiment... que les anciens montent au nouveau aussi, là, tu sais. Oui. Ce partage-là est tellement précieux, moi, je trouve. L'entraide, la générosité de toutes les femmes qui sont au Cercle des fermières. Moi, c'est ça qui me tient, là. Ben oui. La fonction de transmission, je trouve que c'est quelque chose... puis je le mentionne, puis c'est pas pour dire c'est inné, c'est acquis, je veux pas faire ces différences-là, mais les femmes ont souvent un rôle de transmission qui est comme... Tu sais, qui est occulté, qui est oublié, mais c'est, tu sais, qui enseigne? C'est toutes des femmes. Aujourd'hui, évidemment, le portrait change, puis tout ça, mais quand on regarde les enseignantes d'école de rang, je veux dire, c'est que des femmes, là. Tu sais, les femmes enseignent, les femmes élèvent les enfants... Dans le temps, là. Oui. Vous savez que je fais toutes ces différences-là, là. On est contente que ça s'égalise, là, mais pour dire que les cercles de fermières offrent une transmission incroyable, là. Je veux dire, depuis que les métiers existent, que ça tisse. Puis ça tissait bien avant ça. Puis il y a toutes sortes de techniques aussi de tissage, tu sais, préhistoriques, là. Depuis que la femme est femme, que l'homme est homme, que l'humain est l'humain, qu'il faut qu'on se vêtisse, qu'il faut qu'on crée des étoffes pour survivre. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, là, qui est vraiment beau là-dedans, tu sais. Mais il y a une forme de recherche aussi scientifique, tu sais, de OK, comment on peut améliorer ce patron-là? OK, comment arriver à une forme de perfection? Fait que c'est très beau, c'est très important, très important. La personne qui a inventé le métier, là, c'est...
Oui, Monsieur Le paquet de fils, Leclerc. là. Ah, OK. Ah ouais? Oui. Puis l'évolution au fil du temps du métier à tisser puis du rôle du métier à tisser. Avant, c'était une nécessité pour s'habiller. Tu sais, Emilia l'a bien dit. Là, aujourd'hui, c'est pas la nécessité de s'habiller, mais ça reste que découverte. Mais ça c'est devenu quelque chose de précieux parce que tu sais, ça part de la tradition puis ça laisse des traces aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus dans l'aspect créatif, mais somme toute, dans le bonheur de partager, dans le bonheur d'offrir aux gens, puis dans le bonheur de partager ça puis d'être capable aussi de montrer la transmission. Ça, je pense que c'est important. Puis les fermières l'incarnent tellement bien dans la passation de toutes ces connaissances-là. Le temps et l'énergie et la dévotion que ça prend pour monter un métier à tisser. Eh, mon Dieu. Et qu'elles le font et le refont et le refont et montrent aux autres comment faire. C'est un travail en soi de monter le métier à tisser avant même d'avoir commencé. Juste le à monter, tisser. oui. C'est ça, les heures et les fils, les milliers de fils. Oui, C'est, quelque chose. Oui. Quand on se met à comprendre puis à connaître, moi, je trouve que c'est la plus belle patience du monde. Ça devient méditatif, mais c'est exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance aussi d'aller on appelait ça des écoles ménagères, mais c'est les instituts familiaux. Puis, j'ai enseigné ici à Caplan 3 ans. Et à ce temps-là, on avait les écoles de rang, là. Vous imaginez, je restais au village, puis il fallait que je me déplace. Jusqu'au mois de novembre, ça allait bien en vélo. Mais après, là, et même, j'avais des bons amis, des bonnes amies qui m'hébergeaient pour quelques soirs, parce qu'à l'école du Ruisseau, il y avait 2 classes, puis à l'école de la ferme aussi, il y avait 2 classes. Puis, laissez-moi vous dire que monter aux 2 en bicycle, là, faut pédaler. Pour descendre, c'est parfait. Mais pour monter, puis après, c'était facile pour moi de rentrer puis de continuer les arts textiles parce que 3 ans, c'est ça. Puis on parle de l'artisanat. Mais le pape Pie XII avait dit que les instituts familiaux, c'était l'école la plus, qui est, disons, la meilleure pour les jeunes filles parce qu'elles pouvaient transmettre l'éducation d'abord, puis l'instruction, parce que pour enseigner, il fallait étudier aussi, là. Puis les arts textiles, ça, c'est sûr et certain. Ce que je retiens là, des discussions, c'est que les femmes avaient assurément un besoin de se retrouver entre elles. Pour préparer cet épisode-là, j'ai fait des recherches historiques en faisant des calculs pour voir à quel moment, quel jalon a été passé. Puis, tu sais, si je vous dis que le droit de vote au provincial, ça fait seulement 85 ans que les femmes l'ont, c'est peu là, dans l'histoire. Mais je trouvais ça intéressant de remettre ça en contexte, justement. Ça fait 61 ans seulement que les femmes mariées sont juridiquement considérées comme capables, parce qu'avant ça, elles étaient considérées incapables et devaient obéir à leur mari. Elles ne pouvaient pas non plus ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari. Si on parle de 1964, vous étiez née, là, en 1964. J'étais mariée, j'avais des enfants. C'est ça, là. Ça fait 50 ans seulement, donc depuis 1975, qu'il y a une interdiction de discrimination en lien avec le sexe au Canada. Ça fait depuis 1979 seulement qu'il existe des congés de maternité payés. Et c'est en 1989 qu'on voit apparaître dans le Code civil le partage égal du patrimoine familial si une union était dissoute, c'est-à-dire que si l'homme et la femme se séparaient, avant ça, c'était pas partagé à part égale. 1989. C'est en 1997, donc il y a 28 ans qu'on a instauré au Québec les CPE, les centres de la petite enfance, qui ont permis aux femmes de plus facilement intégrer le marché du travail après avoir eu des enfants. Et ça fait 19 ans seulement que le régime québécois d'assurance parentale est en place, c'est-à-dire en 2006. C'est très récent, là, cette histoire des femmes-là. Mais ce qu'on comprend bien, c'est que tous ces changements-là ont permis aux femmes de prendre plus de place de façon reconnue dans la société parce qu'elles ont toujours pris une place. C'est juste qu'on la reconnaissait pas ou on la documentait pas nécessairement. Donc, ça vient jouer assurément sur ce qui est possible de faire ici, incluant de se présenter à la mairie
Oui. Peu de temps après la fondation de Kaplan, certaines femmes ont déjà le droit de voter. Je te mentionnais tantôt en 1940 pour les élections provinciales. J'ai vérifié, j'ai fait des recherches au niveau municipal. En 1888, les femmes célibataires, majeures et propriétaires avaient le droit de vote au municipal, mais pas les femmes mariées. Les femmes mariées, il faut vraiment attendre en même temps que le provincial en 1940. Mais quand même, ça vous remet un peu en contexte. Et à Kaplan, il a fallu attendre 15 maires avant d'avoir une première femme élue en 2013, Lise. Oui. Quand tu t'es présentée à la mairie en 2013, tu savais cette information-là, probablement, mais qu'est-ce que ça t'a fait de devenir la première femme élue comme maire à Kaplan? Bien, c'est une fierté parce que on a reconnu mon apport dans la collectivité par les citoyens qui ont quand même voté pour que ce soit moi qui soit en poste. Et je l'entends à Kaplan, que je suis la première femme maire, mais je l'entends aussi dans les villages voisins, les gens qui reconnaissent, tu sais, que j'ai été élue la première femme maire de la municipalité. Maintenant, on dit plus mairesse, là. Mais effectivement, même quand j'ai été élue, on choisissait entre le nombre de maires puis mairesse. Puis dans le dictionnaire, c'est encore marqué mairesse. C'était comme la conjointe du maire. Fait que c'est pour ça, au début, bien, je gardais beaucoup plus le titre de maire parce que je voulais que quand même, que je voulais pas que je sois associée. Non pas que c'était mal, mais j'étais pas la conjointe du maire. Oui, c'est ça. Parce que c'est facile pour les gens de pas nécessairement penser que la femme peut être élue, même en 2013, là. Oui. Bien, même en 2013, là, tu sais, il y avait encore cette nuance-là. Puis j'ai une petite anecdote là, à vous partager là-dessus. Là. Aussitôt que j'ai été élue maire, j'ai été dans un souper où est-ce qu'il y avait un souper de la Chambre de commerce, où est-ce que là, il y avait des élus, puis il y avait des commerçants. Fait qu'à notre table, c'était mixé un peu. Il y avait commerçants et élus. Et il y avait une personne qui était assise à notre table, qui était très contente de vouloir saluer les maires, qui a été voir les personnes qui étaient à côté de moi, qui a donné la main pour les féliciter. Puis quand il est arrivé à moi, il m'a contourné pour aller voir mon conjoint pour le féliciter, puis demander quelle municipalité qu'il représentait. Ça fait pas longtemps, là, ça fait 12 ans. Mais encore cette perception-là. Puis lui, il a dit, bien, j'accompagne la mairesse. J'accompagne la... Puis là, il est revenu à moi. Mais d'office, ça fait pas si longtemps que ça. Puis, ben oui, dans ces moments-là, c'est encore une plus grande fierté de voir que c'est un mur de verre, c'est un plafond de verre. Tu sais, comme j'ai quand même changé quelque chose. Bien, ce qu'on comprend, en fait, c'est que même si la situation change, il y a encore des mœurs à changer, il y a encore des réflexes à changer. Ça a été quoi les principaux défis, justement, dans ces 12 années-là, d'être la première femme à ce poste-là? Bien, ce qu'on va entendre souvent, puis tu sais, on l'entend dans les médias, si une femme prend position, je dirais pas que c'est moins bien vu, mais il y a plus de jugement en arrière qu'un homme, que lui, quand il prend position, il sait ce qu'il va. Lui, c'est un homme, puis tu sais, il y a des convictions. Moins remis en question aussi. Moins remis en question. Tandis que quand c'est une femme qui a cette position-là, va beaucoup être plus questionnée sur la façon qu'elle va lider un dossier. Mais ça, c'est connu au niveau du Québec, là. Oh. Mais oui, on le vit encore aujourd'hui, là. Ouais. Puis je trouve que c'est important, en fait, qu'on parle du rôle de mairesse parce que c'est un exemple très concret qu'on peut voir d'un poste en position d'autorité, mais ça s'applique dans plein d'autres situations. Les premières femmes à avoir été directrice générale ou avoir été présidente, la plupart des femmes qui ont défoncé des plafonds de verre vont vivre ce genre de défi-là, malheureusement. Oui, tout à fait. Puis moi, dans mon milieu familial, tu sais, je le vivais pas. Tu sais, moi, j'ai été élevée avec des frères. Fait que je joue à la balle, je joue au hockey, tu sais, j'ai une moto. Fait que, tu sais, moi, le côté masculin, féminin, tu sais, je fais mon chemin, puis c'est tout, là. Puis, mais je me suis même rendu compte, aux élections, tu sais, j'ai été élue, c'est grâce à des femmes, c'est grâce à des hommes aussi, là, qui ont vu cette image-là, qui pouvaient les représenter, là. Mais je disais souvent aussi, j'ai gagné des votes parce que j'étais femme, puis j'en ai perdu aussi. Fait que, tu sais, juste par rapport homme-femme, pas tant au niveau des compétences. Bien, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'il faut continuer à faire du travail en ce sens-là. Oui. Si on prend la MRC de Bonaventure, il y a quand même une forme de parité au niveau des mairesses. Donc, il y a 6 mairesses sur 13 élus, Oui. mais pas au niveau de l'exécutif. Voilà, c'est exactement ça. On n'a pas réussi à mettre la parité au niveau de l'exécutif. Fait qu'il y a encore du travail, effectivement, à faire pour amener cette équité-là à chaque niveau.
Mais déjà, la première forme de parité est quand même intéressante parce que c'est pas nécessairement une situation qu'on voit partout au Québec. En fait, en 2012, la Gaspésie était une des régions où il y avait le plus de femmes dans des postes de mairie au Québec. C'était 25 %. Ça a probablement changé un petit peu depuis, mais quand même, c'est intéressant de voir, peut-être parce qu'on est en milieu rural puis qu'on est beaucoup habitué à se débrouiller par nous-mêmes, mais de voir qu'il y a plus de femmes qui prennent cette position-là. Est-ce que ça vous surprend? Je ne sais pas, mais moi, j'ai été... il y a des gens qui m'ont rencontré puis je les ai inspirés à se présenter aussi en politique, en se disant, tu sais... Ouais, c'est ça, pas que ça surprend, mais c'est inspirant. C'est ça. Oui, absolument, c'est bien dit. Vous battez une trail, dans le fond. Pardon, je vous ai interrompu. Non, c'est pas grave. Et aussi, peut-être, vu que voyons, elle n'a pas d'enfant, ça, c'est une autre... oui, il a fallu que je justifie, moi, à certains égards, là, c'est parce que j'ai un travail de gestionnaire au niveau du réseau de la santé, où ça n'a pas de lien, mais comment je pouvais faire ces deux fonctions-là? Il a fallu que j'explique que j'étais capable. Je disais, moi, exemple, j'arrive le soir à la maison, j'ai pas d'enfant à m'occuper, je m'occupe de la... Mais il a fallu justifier cette portion-là par rapport à la charge de travail que je pouvais avoir, tandis qu'un homme, il n'y avait aucun questionnement à ce niveau-là. Il pouvait cumuler ces deux fonctions-là. Moi, je suis tellement choquée d'entendre ça. Puis en même temps, je trouve ça... on a besoin d'entendre ça. Ça nous fait voir le travail qu'il y a à faire, justement. Parce que même si... Là, je veux pas dévier nécessairement, mais même si tu avais eu des enfants, le principe, c'est que tu ailles à te justifier. C'est ça qui est choquant, tu sais. Les hommes avant, qui avaient un travail de gestionnaire, qui avaient des enfants, puis qui étaient hommes, il n'y avait aucun... Il y avait une femme pour s'occuper des enfants. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ça l'a été aussi. Puis, tu sais, le bagage d'expérience qu'il fallait que j'amène, parce que souvent, des femmes, ils vont dire, sois conseillère avant de te présenter mère. Puis ça, je l'entends encore, des femmes dans d'autres villages, commence conseillère, puis après ça, te présente-toi mère, alors qu'il y a des villages où est-ce que le maire va se présenter directement mère. Tu sais, c'est encore, tu sais, va faire tes classes, puis arrive. Tu sais, c'est encore des concepts là, qu'il faut... puis qu'il y a bien des femmes qui travaillent là-dessus, puis en tout cas... Mais si tu aurais eu des enfants, ça aurait été une autre gestion aussi, là. Oui. Oui, mais tu sais, c'est comme dans un couple où est-ce qu'un autre, là, tu sais, où est-ce qu'il y a d'autres couples, un gestionnaire, tu sais, tu organises ta vie familiale. Pas moins réaliste. Mais non, tu aurais différent, mais pas moins réaliste. Ouais. C'est ça. Mais oui, fait que, tu sais, des fois, le questionnement était de la part des hommes, puis des fois de la part des femmes aussi. Tu sais, cette justification-là ou cette explication-là. Oui, prouver que tu es capable. Oui. Je suis capable parce que X, Y, Z. Exact. Ça, il a fallu... Bien, être une première femme à occuper un rôle important dans une petite communauté, ça demande certainement du courage. Puis je me tourne maintenant vers une autre pionnière, une autre femme qui a ouvert la voie dans un autre domaine, la sécurité incendie. Au Canada, il y a 11 % des femmes qui sont pompiers, puis au Québec, en 2021, c'était seulement 4 % mais ça tend à augmenter de plus en plus. Marie-Josée, t'es maman, t'es aussi grand-maman et t'es directrice adjointe de l'Association des pompiers volontaires de Caplan. Comment t'es arrivée à ce rôle-là? Comment c'est arrivé dans ta vie de t'impliquer dans les pompiers? Ben là, ça fait 21 ans que je suis dans les pompiers. Puis c'est quelqu'un qui est venu se faire couper les cheveux chez nous. J'ai un salon de coiffure, ça fait 35 ans. Puis c'est quelqu'un qui est venu se faire couper les cheveux chez nous, puis il a dit ça ne tenterait pas de rentrer dans les pompiers parce que là, on est comme low staff, là. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Puis c'est ça. Là, j'ai dit, ben oui, c'est sûr, ça me tenterait, mais j'aurais pas été cognée à la porte dire, là... Puis là, ben c'est ça. J'ai été en pratique, puis ça a fini que j'ai rentré dans les pompiers. Puis pour ça, j'ai fait mon cours, puis j'ai fait mon cours d'officier. Puis là, c'est ça. Ça fait 3 ans que je suis directrice adjointe. Puis quand tu as commencé dans les pompiers, est-ce qu'il y avait d'autres femmes à ce moment-là? Non. Donc, tu étais la première à joindre ce service-là. Il y avait déjà quelqu'un qui avait été pompier à Caplan, Anne Babin. Puis elle a déménagé. Puis après ça, ben moi, quand j'ai rentré, il y a une autre fille qui est rentrée avec moi. On a rentré 2. Puis là, ben j'ai resté... Elle a déménagé, puis moi, ben j'ai continué. Puis tu as continué, puis justement, depuis quelques années, là, c'est comme plus de responsabilité qui est arrivée. Est-ce que ça change quelque chose d'être une femme au final ou pas tant de choses? Non, j'ai été acceptée par
par les autres, par les autres pompiers. Puis, non, ça change. Je me fais respecter, là. Parce que j'ai l'impression que des fois, on a encore... certaines personnes ont encore certains préjugés par rapport, entre autres, à la force physique ou à plein de choses, mais en vrai, vous suivez les mêmes formations puis vous êtes Oui. totalement apte à faire absolument tout, là. Fait que oui. toi, t'as jamais senti rien par rapport à ça. Non. C'est génial. Ouais, Mm. ouais. Belle ouverture. Oui, absolument. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme aujourd'hui qui voudrait être pompière? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Ah ben de venir essayer puis de s'impliquer. Puis non, c'est ça, c'est autant... tu sais, il y a 14-15 ans de ça que les compétitions de pompiers ont commencé. Ben, il y en avait eu d'autres avant, mais il avait arrêté un moment donné. Puis tu sais, j'étais toute seule à être... La première année, là, j'étais toute seule à d'être pompière, là. Puis là, cette année, regarde, il y en avait peut-être bien une quinzaine, là. Fait que c'est de plus en plus. Puis c'est ça, le monde, les filles à cette heure, ils s'impliquent. Ouais. Puis... C'est intéressant. Qu'est-ce que tu aimes dans ces fonctions-là? Ben là, c'est sûr que là, je rentre moins. C'est plus nous autres qui donnent les ordres, là, directrice adjointe, puis ça. Mais c'est sûr que rentrer d'un feu, puis c'est sûr que c'est un challenge, là. C'est C'est de Ouais, l'adrénaline, pure, ouais, là, ouais. ça, c'est sûr. c'est sûr qu'on n'est pas en ville non plus. On n'a pas des sorties à tous les semaines, là, mais... Puis c'est très correct. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est mieux de même. Ouais. J'ai envie de vous demander, Mme Éliane, d'entendre Marie-Josée raconter son histoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu imaginer quand vous étiez toute jeune, de faire partie des pompiers? D'abord, il n'y avait pas de pompiers à Replan. Ça répond bien à la question. C'était des messieurs qui allaient aider parce qu'il n'y avait pas de camion. Puis, En quelle année que ça a commencé, le service d'incendie? Bonne question. Oui, je sais. Oui, ça va se trouver, certainement. Mais moi, je ne serais pas allée d'un pas. Non, de toute façon, j'ai déjà eu besoin des pompiers, la maison brûlée, puis non. Mais je les admire. Je trouve surtout intéressant de voir l'immense évolution que ce corps de métier-là peut avoir eu. On passe d'une époque où il n'y en a pas. En fait, c'est les gens qui se débrouillent du mieux qu'ils peuvent à aujourd'hui où les femmes peuvent jouer un rôle concret dans ce domaine-là. C'est ça aussi qui est intéressant dans l'évolution, là. Tellement. Oui. On l'oublie parfois, mais ça, c'est un bel exemple, mais les femmes ont souvent été au cœur de la résilience collective, non seulement aujourd'hui en pouvant faire partie des pompiers, mais pendant les guerres, pendant les épidémies, pendant les crises économiques. Elles ont été à la fois chefs de maison, nourricières, éducatrices. Tu l'as nommé, tu l'as mentionné, Camélia, tout à l'heure. Les femmes ont occupé un très grand rôle au niveau de l'enseignement, de la transmission des savoirs. Donc, c'est difficile de passer sous silence ces femmes qui ont enseigné dans les écoles de Kaplan parce qu'elles ont vraiment joué un rôle très, très important dans le développement de la communauté. Pour celles qui sont nées ou qui ont grandi un peu à Kaplan, est-ce que vous avez des enseignantes qui vous ont marqué plus que d'autres? Non, mais j'ai été école à New Richmond. Bon, moi, sûrement ici, à Kaplan, sont les religieuses. Parce que j'étais rendue en 7e année. Là, l'adolescence, je sais pas ce qu'un professeur féminin aurait fait avec moi, là, mais les religieuses, c'était ça, puis on passait pas à côté. Hein. Mais on a eu des professeurs ici à Kaplan celles qui ont enseigné dans les petites écoles, là, moi, je leur lève mon chapeau parce que... Mais quand on, Oui, il va encore enseigner, en fait. Là. quand on entend parler de Mme Claire, là, c'est Oui. c'est Oh, quelque mon chose. Dieu, ça. oui. Absolument. Ben, moi, c'est les enseignantes qui m'ont marqué, là, Mme Claire Dion, Jacinthe Bugeaud, Jannick Bernard, qui ont été là plus de 30 ans. Là. C'est des femmes qui ont assurément marqué plusieurs générations d'enfants à Kaplan. Puis ce que je trouve beau, c'est qu'en fait, selon la génération où on se situe, il y a plusieurs femmes comme ça qui ont marqué l'imaginaire, puis qui étaient très nombreuses à une certaine époque parce que il y avait beaucoup... Aujourd'hui, on a une seule école, mais à l'époque, tu le mentionnais, Camélia, il y avait des écoles de rang. Il y en a eu plusieurs quand même. Oui, plusieurs, dont, tantôt, vous parliez de l'école de la ferme. Tu sais, moi, ça m'avait surpris de penser que, par exemple, la ferme expérimentale de Kaplan avait une petite école à côté, finalement. Bien, tu as même la classe d'eau. Où est-ce que c'est le loyer maintenant, là?
Oui, OK. Puis Oui, au c'est ruisseau c'est encore aussi, là. avec classe double. Le bâtiment était... Oui. Oui, le bâtiment est toujours là. Oui. Oui. Oh oui. C'est fascinant, oui, les écoles de rang. Tout à fait. Ben, tu sais, on avait eu, lors de l'épisode d'introduction, on avait eu John Lapointe qui nous racontait un petit peu comment c'était dans une école de rang. Puis, ben, c'était souvent les enfants qui ramenaient le bois. Tu sais, il fallait s'occuper du bâtiment. Donc, des préoccupations qu'on n'a pas nécessairement aujourd'hui. Mais oui, on avait 8, 9 écoles de rang là, qui parfois devaient fermer, tu sais, lorsqu'il y avait des épidémies, notamment. Donc, oui, puis la résilience, tantôt, vous parliez du transport que certaines enseignantes devaient faire jusqu'à leur école ou même des élèves jusqu'à leur propre école de rang. Oui. On en a toutes sortes là, de témoignages d'ici ou d'ailleurs de personnes qui doivent soit pensionner chez quelqu'un durant l'hiver, comme prendre pension, ou venir avec une charrette à bœufs, tu sais, ou à chien même. On a eu des chiens de traîneau, là, qui n'étaient pas des chiens de traîneau d'aujourd'hui, mais bien des chiens tout court. Donc oui, fascinant de savoir que l'éducation, bien, avec tous ces obstacles-là, il y avait quand même une éducation bel et bien présente à Caplan, là, et ce... au moins dès 1874-75. Fait que dès la fondation de la municipalité, il y en a déjà des écoles à ce moment-là. Puis il va y avoir une école modèle aussi, une école modèle. Qui est aujourd'hui le loyer les rues Caplan, moi. La rue du restaurant, là, je pense, chez Rémi, là, la première maison que Rémi elle a déménagé, elle était pas loin de Toyota. Des peupliers. Puis il y a un double loyer dans ça. Sur le papier. En tout cas, c'est la première école. Puis je peux vous conter une petite histoire. Oui. Quand je vous ai dit que j'avais resté à Saint-Alphonse, hein, je suis descendue ici. J'avais 10 ans, mais j'étais en 3e année. Ça fait qu'on commençait l'école à 7 ans. Puis c'était très loin, là. La distance, j'ai encore les jambes fatiguées. Puis, on est déménagé au mois de mai. Ça fait que ça veut dire qu'au mois de juin, on avait fait des concours si on pouvait passer à 4e année. J'étais en 3e année. Puis quand ça a venu le temps de lire le bulletin, M. le vicaire est venu. Puis je me souviens plus si le 4e était en bas ou en tout cas. Disons qu'il commence par la 3e année. Première, Éliane Bélanger. M. le vicaire, il dit, « Voyons donc, les petits-enfants de Caplan, vous laissez passer pour des petites filles de Saint-Alphonse. » C'est moi vous dire que Saint-Alphonse est imprimé dans mon cœur, puis il sortira jamais. J'avais peut-être 5 dixièmes de plus, là. C'est correct, prenez-le. Oui, certainement. Il y a une femme que tu as nommée Camélia, qu'on a parlé un petit peu, qui est la seule femme, en fait, à avoir son nom sur un bâtiment à Caplan, Jeanne Ferlatte, qui est la bibliothèque Jeanne Ferlatte. Tu l'as mentionné, elle jouait de l'orgue, donc elle était musicienne. Vous l'avez connue. Oui. Elle travaillait à la caisse. Qu'est-ce qui fait en sorte, vous croyez, qu'elle a mérité d'avoir son nom à la bibliothèque? Sa grande implication? Oh oui, son implication. Puis, c'était une personne instruite, la première des choses. Hein? Elle avait étudié chez Ursuline. Puis, c'était une madame, là, tu sais. En tout cas. C'est bien, tu sais, qu'elle soit reconnue. Oui. Je trouve ça bien. Absolument. Ouais. Absolument. C'est très important, en fait, qu'on soit capable de reconnaître des gens comme ça parce que ça laisse des traces. Parce que Jeanne Ferlatte, moi, j'en aurais pas entendu parler autrement. Là. Je veux dire, ça aurait passé dans des lectures, mais là, ça m'accroche parce que la bibliothèque, je suis allée souvent, puis je connais. Fait que c'est ça qui devient important, de faire rayonner cette mémoire-là. Oui, puis dans les premières années des fermières, peut-être pas les 10 premières, mais après, elle a été secrétaire des fermières aussi. Comme bien impliquée. Oui, elle était... Puis pour l'information, Mme Jeanne Ferlatte est décédée en 1994, à l'âge de 84 ans. Un accident. Comme je le mentionnais, c'est la seule femme à ce jour qui a un monument ou qui a en fait un bâtiment à son nom à Caplan, à moins que je me trompe, c'est pas impossible non plus.
Il y en a eu beaucoup des femmes marquantes. Là. Camillette en a nommé plusieurs tantôt. On en a évoqué quelques-unes aussi. Le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, on a demandé aux gens de nous nommer des femmes marquantes dans l'histoire de Kaplan avec les réseaux sociaux du 150e de Kaplan. On a reçu là, plus d'une 50aine de témoignages. Comme quoi l'apport des femmes est bel et bien présent. Et j'avais envie d'en nommer, d'en partager. Je trouve que c'est important de partager ça. Donc, voici quelques femmes qui ont marqué l'histoire de Kaplan. Madame Lucille Roy-Brink, qui était très impliquée auprès des jeunes. Madame Patricia Poirier, qui a été conductrice d'autobus scolaire dans les années 1970, ce qui était très rare à l'époque. Madame Rosalma Bugeaud, qui a été propriétaire du premier dépanneur du village. Madame Lise Bourdage, qui a notamment contribué à composer l'examen du ministère pour l'obtention du diplôme d'infirmière auxiliaire. Madame Pauline Martin, qui a opéré un restaurant pendant plus de 50 ans, en plus de grandement s'impliquer dans le sport. Madame Albina Babin, qui a aidé beaucoup de jeunes mamans à accoucher et à se relever. Madame Pierrette Arsenault, la première femme à être sacristine à Kaplan. Madame Denise Robichaud, une pionnière, oui, dans le sport à Kaplan, notamment la première à arbitrer. Et c'est sans oublier Madame Alda Arsenault, Madame Azilda Babin, Madame Georgette Lepage, Madame Simone Morin, Madame Gilberte Ferlat-Appleby, Madame Marcel Henry, Madame Jeannette Coulombe, Madame Josette Gélina et tellement plusieurs autres. J'ai une pensée aussi pour mon arrière-grand-mère, Eva Landry, qui a eu 18 enfants, alors que mon grand-père a été maire du village pendant 12 ans. Et aussi pour ma grand-mère, Edna, parce qu'elle en a eu 8. Si mon grand-père Romuald a pu aussi être élu maire l'année où son 6e enfant est né, c'est certainement parce que ma grand-mère tenait la maison, s'occupait de la ferme et gérait le quotidien. En fait, c'était la réalité de la majorité des femmes à cette époque-là qui vivaient bien souvent dans l'ombre. Est-ce qu'il y a des femmes qu'on n'a pas nommées qui vous ont marqué, vous, dans l'histoire de Kaplan? Oui. Madame Jeanne Brière-Babin, qui a été... Mon Dieu. D'abord, eux autres, chez M. Adrien Babin, là, il était laitier. Puis M. Adrien, il s'occupait beaucoup des affaires, comment je dirais, des coopératives. Il était président, je pense, de la coopérative. Il a été... président de la coopérative pendant longtemps. Sûrement. Puis, Madame Jeanne, mais il faut dire que M. Adrien, je parle du temps, là, payait une servante à la maison et payait un aide à l'étable aussi. C'est Mme Jeanne qui travaillait, mais c'est... Bon. Elle se levait, il était laitier. Ça fait qu'il fallait qu'elle se lève tôt pour traire les vaches, puis aller passer le lait. Puis elle a fait ça des années, jusqu'à temps que son gars, Albéric, aujourd'hui, qui est un retraité, puis elle a été... elle s'impliquait aussi au niveau de la paroisse. Elle a été présidente de fermière 16 ans, je pense. À ce temps-là, il n'y avait pas de limite. Là. Puis s'occuper, on dit le marché aux puces aujourd'hui, mais elle travaillait, ça s'appelait l'ouvroir. C'était au sous-sol du couvent. Puis elle, avec Mme Berthelot, puis ils en ont donné des vêtements aux personnes qui en avaient besoin, puis elle a travaillé. Puis elle était dame de Saint-Anne, je me souviens, puis à ce temps-là, tu sais, t'étais pas seulement qu'à l'église, là, t'étais impliqué dans beaucoup d'autres organismes. En tout cas, moi, Mme Jeanne, je la mettrais après les anciennes, là, qui étaient peut-être sa mère, puis c'est ma tante, là. Ça pourrait être une madame qui a son nom sur un bâtiment un jour, de ce que je comprends. Oui, moi, je le mettrais. Je le mettrais à quelque part. Où est-ce qu'on le voit? C'est bien dit. Oui. Ce balado s'appelle Mémoire de village. Puis il fallait que celles des femmes y prennent leur place. Parce que à Kaplan, comme partout ailleurs, les femmes, c'est pas juste un seul chapitre de l'histoire, c'est le fil conducteur. On termine cette série de balados sur un épisode sur les femmes
Mais au fond, ce qu'on a raconté depuis le début, c'est une histoire de transmission. Ce sont les gens, femmes, hommes, enfants, aînés, qui ont bâti Caplan à leur façon et qui continuent de le faire. C'est une mémoire qu'on continue de porter ensemble. Et c'est en racontant nos histoires qu'on s'assure de continuer d'exister. Avant de terminer, je tiens à remercier les partenaires platine du 150e de Caplan, RAI GD, Desjardins Caisse de la Baie des Chaleurs, l'OTJ de Caplan, Toyota Baie des Chaleurs et merci aussi à nos partenaires Or, Arsenault Services d'enseigne, Molson, Caplan Mécanique Sport et Radio CHNC. À vous qui avez été à l'écoute épisode après épisode pour ces tranches d'histoire, ces voix, ces mémoires qui font de Caplan le village d'aujourd'hui, merci. Ce balado, je l'espère, deviendra une mémoire parmi d'autres, une façon de préserver une parcelle de qui nous sommes, parce que l'histoire d'un village n'est jamais figée, c'est vivant. Et j'espère qu'on continuera de l'écrire tous ensemble. Bon 150e anniversaire, Caplan. Sous le vent du Cap, là où la mer danse, Caplan se déploie avec élégance. Enfant de la rivière, du village ou du ruisseau, les liens sont solides, y a rien de plus beau. Dans nos champs se dessine l'histoire, le travail à